Bon, les chers Mathis, ça va? Très bien. Bon alors, au week-end, comment ça s'est passé? Bah écoute, moi j'ai regardé le rugby bien sûr. Hein. Ah, bah, franchement, c'est dommage d'avoir perdu en Irlande, mais c'est vraiment une belle équipe. Et on va voir ce que ça va donner, mais la Coupe du Monde, à mon avis, à domicile, si ça tourne bien, ça peut être quelque chose. Moi j'ai hâte. En fait, c'est la première fois qu'on a vraiment des équipes de l'hémisphère nord à... L'hémisphère à stagner, ouais. Bah, tu regardes numéro 1 mondial Irlande, numéro 2 France. Donc très clairement, on a... J'étais très séduit par l'Italie. Même l'Écosse a vachement progressé par rapport à des années. Là, ça a quand même pas mal progressé. Mais l'Italie, enfin aucun match n'était pénible. Moi souvent je regardais pas le match de l'Italie. Et là, j'ai regardé quasiment tous les matchs à chaque fois. Il y a le Pays de Galles qui était très fort avec les années, qui a un peu baissé, mais tous les autres sont plutôt en tendance haussière. Donc ça promet, ouais, ça promet. À mon avis, il reste à voir si malheureusement l'organisation sera bonne. Oui, j'espère que nous refait une Stade de France, effectivement. Surtout si les supporters viennent, enfin, je pense qu'ils ne sont pas échaudés au point de ne pas venir quand même. Ouais. Non, je pense pas, puis les supporters en rugby, surtout ceux d'Europe, les Britanniques se déplacent énormément pour ce genre d'événement. Donc je pense qu'il y aura des supporters, il y aura du monde. Après, c'est plus que l'organisation, il va y avoir les couacs qu'on a pu connaître, ça c'est encore autre chose. Ok, et donc toi hier t'étais... J'étais à la manifestation, moi, des Patriotes, justement contre la réforme des retraites. Donc écoute, c'est bien passé, il y avait quand même du monde, on a pu passer les bons messages, réexpliquer l'origine européenne de la réforme des retraites, expliquer aussi, et je pense qu'on y reviendra dans la vidéo, mais la problématique de ce 49.3 qui n'est pas tant le 49.3 en tant que tel, sinon l'utilisation qu'en fait Macron à rebours complet en fait de l'esprit des institutions et avec une certaine forme de violence finalement. Oui, bah moi j'étais jeudi quand ça a été déclenché à 17h, je crois jeudi le 49.3 quand Elisabeth Borne ouvert 16h. Oui. Et donc moi après... Alors c'était dans les tuyaux, mais je crois dès 14h. Oui, enfin quand c'est vraiment l'annonce officielle. Ouais. Et donc je suis allé à la Concorde après le boulot, donc vers 18h30, 19h. Pareil, je suis passé... Il y avait du monde. On sent, ouais, les gens en ont gros, quoi. Ils sentent, il y a vraiment un climat presque pré-insurrectionnel, quoi. Là. Et on voit les images qu'il y a eu, je sais pas si tu as vu, mais il y a eu encore des rassemblements là vendredi soir, samedi, enfin dans la nuit là. Ouais. Et ça va mal, quoi. Enfin, alors, il y a plusieurs choses qui se mêlent. Je pense qu'il y a les casseurs habituels extrême gauche, si Black Box, qui en profitent, mais le climat général, je suis d'accord avec toi, parce qu'on parle souvent des gilets jaunes. Enfin, faut se rappeler, les gilets jaunes, quand ça éclate, le litre d'essence était beaucoup plus bas qu'il est à l'heure actuelle. Ça se mêle, cette histoire des retraites, dans le climat d'inflation, de paupérisation généralisée. Et donc, le cocktail, il est clairement explosif. Et évidemment que la méthode, l'arrogance, le mépris même de Macron là-dessus pousse les gens encore plus à se radicaliser en fait. Macron, c'est un moteur pour radicaliser les gens et donc c'est quelque part aussi assez préoccupant, c'est clair. La question c'est voilà, est-ce que ça va, je sais pas moi, est-ce que ça va réellement faire prendre conscience aux gens de la nocivité de l'Union européenne? On peut l'espérer. Il y a quand même quelques voix qui s'élèvent malgré tout. Alors discret, on en parle un petit peu. J'avais vu la France Insoumise. J'ai vu que Jordan Bardella là, il était dans je sais plus quelle émission, la même émission où ils ont plutôt fait le coup que je trouve intelligent de dire en gros les élus républicains qui voteront la motion de censure, on ne présentera personne face à eux pour pousser les élus républicains à voter la motion de censure. Donc ça c'est plutôt intelligent, ça montre une question d'intérêt général. Et dans la même émission en fait, il a expliqué, on sait très clairement, Clément Beaune lui-même avait dit au moment du plan de relance, dans l'interview Ouest France, qu'il y avait des contreparties à ce plan de relance, et notamment la réforme des retraites. Donc. Et le lien, en fait, Union Européenne, retraite, il est fondamental, si on veut comprendre ça, il est fondamental, parce que ça explique concrètement pourquoi l'Union Européenne est nocive pour les gens au quotidien, c'est un exemple très concret. Et c'est bien, on commence un petit peu à en parler, on a notamment parlé dans l'émission que tu as peut-être vu, leur livre de Stéphane Simon et Michel Onfray. Et donc le thème c'était parfait, c'est-à-dire que le thème émission a été pendant quasiment 50 minutes, 40-50 minutes, entièrement là-dessus. Donc ça a vraiment permis de montrer le lien concret entre Union Européenne et la réforme des retraites. Et ce qui est bien, c'est que elle marche bien, ça commence à pas mal circuler, donc ça va aider à convaincre les gens. Leur émission marche assez bien, je crois. Oui, en fait leur émission, c'est quand on regarde les émissions de Sud Radio, ça marche bien mieux que Bourdin, etc. C'est celle qui marche le mieux en fait avec Berkoff. Donc c'est aussi assez positif pour évidemment la diffusion des idées souverainistes. Donc ça va dans le bon sens. J'avais regardé
ton passage, donc c'était il y a une semaine à peu près, je crois. Oui, oui, ça. Et je t'avais trouvé très, très convaincant, très fluide, le discours est bien rodé. Je pense que les gens qui regardent ça ont les idées bien claires après, quoi. Non, le seul point noir, et tu vois sans doute ce que je veux dire, c'est dans les commentaires, on a toujours eu la même horde de petits mécontents qu'on n'ait pas cité oui, la cynosphère, mais honnêtement, moi, c'est un truc qui me sidère. On connaît, on a été dans la maison, et on sait très bien que c'est le chef directement qui demande d'aller commenter. Je trouve ça complètement dingue, parce que en réalité, c'est un repoussoir, et c'est contre-productif. Les journalistes qui voient ça, la horde qui arrive, qui insulte, etc., c'est une méthode d'harcèlement, là. En fait, c'est le contraire de lui pense c'est efficace, comme ça les gens vont inviter, mais non, en fait, ça donne une image repoussoir, et ça donne le contraire, ça donne pas du tout envie de l'inviter. Et une autre chose qui était quand même assez amusante, ou pathétique au choix, c'est le côté aussi manque de culture politique, quelque part vénération en fait du personnage. Alors évidemment, il a des qualités, faut pas oublier, à une époque, il a quand même lancé quelque part et aidé à populariser le Frexit. Bon, maintenant, politiquement, c'est beaucoup plus compliqué. On peut dire qu'il fait un peu le vide, il est un peu seul, donc politiquement, c'est quelque part fini. Mais ça reste un très bon youtubeur, donc il a quelque part il a cet apport pour la cause. Mais il y a quelque chose qui est assez ridicule quand je parle de culture politique ou de côté sectaire, c'est qu'ils étaient là à répéter, ça fait 15 ans qu'il dit François Asselineau, oui, sauf que le plan de relance, il est de 2020, donc ça aura du mal à faire 15 ans, et surtout, le lien entre plan de relance et réforme des retraites, j'étais le premier à en parler dès l'accord, j'ai fait une vidéo qui avait bien marché, c'était la première sur le sujet, donc avant lui, donc ce serait plutôt lui qui aurait copié que l'inverse. Et après, quand on parle même des GOPÉ, mais ils devraient même regarder le site de leur parti, c'est-à-dire que la vidéo de référence sur le sujet, c'est moi qui l'ai faite, sans lui. Tous les décryptages, 90% des décryptages sur les GOPÉ, à chaque fois c'était moi. Le lien même contraignant avec le règlement européen, qui explique concrètement pourquoi c'est des obligations et pas des recommandations, c'était moi aussi, c'est pas lui. Donc on peut dire que c'est même lui qui a copié. Donc sur les questions monétaires, pareil, c'était Vincent Brousseau qui faisait tout. En fait, ce que ces gens oublient de dire, c'est que déjà Asselineau lui-même n'a absolument rien inventé, il reprend plein d'idées souverainistes qui expliquaient, et même quelque part son apport, le lien États-Unis-Union européenne, il y a un bouquin du Pinsky en fait qu'il a complètement plagié et sans le citer. En fait, on voudrait nous sommer dès qu'on parle de l'Union européenne de citer François Asselineau, mais lui-même ne cite absolument personne. En fait, il ne parle que de lui. Quand il parlait d'ailleurs de la fête de la démocratie que nous avions invité, il parlait ni de génération Frexit ni de moi. Donc lui ne cite absolument jamais les gens, et dans une sorte de mantra en disant c'est moi qui ai tout inventé, ce qui est absolument faux. Donc c'est assez ridicule. Et puis quand on est invité à une émission, c'est pas à moi de parler des autres, on est là pour défendre et promouvoir des idées, mettre en avant des idées, faire de la pédagogie. Moi je perds pas de temps à faire de la politique politicienne dans une émission où je suis invité pour parler des uns et des autres. Que les journalistes après n'aient pas souhaité le faire, ça les regarde quelque part. Oui, mais bon, de toute façon, t'as assez bien résumé la situation. Quand tu dis que c'est devenu un youtubeur, on n'invite pas les youtubeurs dans une émission politique. De façon générale, donc il a choisi... Il se présenter aux élections, de toute façon. Voilà. Et puis on sait très bien qu'il y a eu de toute façon pas un litige, mais il y a une... peut-être qu'on ferait la mauvaise, parce que la dernière fois qu'il s'est risqué à citer Asselineau comme une source d'inspiration, il a eu droit à... Oui, une erreur avec le manque de tact habituel. Déferlante de troll, un peu de la même. Avec le manque de tact habituel, plutôt que de contacter en privé, de remercier, de prendre contact, c'est direct de balancer tous les articles. Michel Onfray me soutient. C'est une étude de gamin, en fait. C'est assez puéril. Voilà. Je pense qu'effectivement, ça a pas mal refroidi les relations si elles avaient seulement déjà été... J'imagine. Après, honnêtement, on n'a pas parlé... les gens savent pas trop comment marche leur émission, mais on n'a pas parlé... On ne parlait pas de lui, ni avant, ni après. Moi, quand j'arrive, on connaît pas les questions, les thématiques. Donc, on répond aux questions des journalistes qui arrivent, en fait. C'est pas un truc préparé, quoi. Donc, eh bien, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce mois-ci avec Kylian, Antoine et Charles-Henri. Comme la dernière fois, ce ne sera pas toujours les mêmes invités. Nous allons parler des retraites, du nucléaire et forcément de Silicon Valley Bank aussi, entre autres. Merci de nous avoir suivis la dernière fois, d'avoir aimé, commenté. N'oubliez pas de le faire de nouveau cette fois-ci. C'est important pour le référencement. N'hésitez pas non plus à nous poser des questions. Il y en a quelques-unes. Peut-être qu'on fera une émission de réponse aux questions, un de ces quatre. Et puis voilà, merci à vous de nous regarder.
Je me suis pris des petites notes. Et que t'es motivé, j'en profite. Jean-Marie. Moi je vais te prendre de l'eau s'il te plaît. On travaille. Bon, ben l'actu est chargée, évidemment. Ouais, effectivement. Il y a quoi? Il y a les retraites, évidemment, le 49.3 là. Alors bon, bah, au moment où on tourne la vidéo, le 49.3 est activé jeudi soir, c'est ça? Donc c'était il y a 2 jours. Soir. Dans l'intervalle. La motion sera lundi, donc quand la vidéo paraîtra, le vote sur la motion aura déjà eu lieu. Et oui, là on a voilà, pas un entre-deux. On va pouvoir ce en qu'on va discuter. dire est un mais- peu. Il y a de la spéculation. Enfin, là, il n'est pas Exactement. certain que les choses se déroulent. On arrivera en retard. On le suppose, ouais. Exactement. Santé. La santé à vous. Santé, messieurs. Mais alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, finalement? Bah écoute, je suis un peu, comment dire, je suis un peu surpris du caractère assez soudain, pas de la méthode en elle-même, mais du fait que ça n'ait pas été annoncé véritablement. Généralement, ce qui se passe, c'est que, surtout, on l'avait vu déjà sous les premiers mandats de Macron, c'est-à-dire que quand l'utilisation de la linéa 3, l'article 49 est envisagée, plusieurs jours avant, il y a comme une aura, vous savez, comme pour la migraine, on commence à Par le évoquer, terrain, oui. voilà, il y a un serpent de mer. Et là, c'était assez soudain. Personne s'y attendait. Quoi. Ouais, personne s'y attendait. Et après, on a eu donc les propos apparemment tenus par le président de la République au Conseil des ministres. Vous savez que le président de la République préside le Conseil des ministres. Où il aurait dit vos places sont en jeu, si vous voulez le faire, faites-le. Et je comprends pas cette peur. Alors je vois hein, l'idée, c'est que il y avait un risque qu'ils perdent, que le vote échoue, hein, donc le projet ne passe pas, mais c'était pas sûr. J'ai l'impression que c'est une forme soit de lubie ou de peur de dernière minute, et ça s'est fait dans la précipitation, et surtout sans aucune anticipation des effets politiques en fait, subséquents. Parce que en fait, ce qui se produit, c'est que le gouvernement échange un risque juridique contre un risque politique de motion de censure, et un risque politique dans la rue, parce que c'est la fois de trop, quoi. Il y a quand même aussi, effectivement, c'est pas non seulement ils l'ont pas annoncé, c'est qu'ils annonçaient l'inverse. On regarde Musso, Attal, etc., qui disaient non, nous n'utiliserons pas le 49.3. Et finalement, ils finissent par. De toute façon, on a un peu l'habitude avec Macron, il faut dire l'inverse, ils vont faire l'inverse de ce qu'ils disent. Donc, ça, c'est assez surprenant. Je te rejoins sur le risque juridique, politique, mais après, il y a quand même un problème en soi de méthode. Parce que qu'on le veuille ou non, oui, le 49.3 fait partie des institutions, fait partie de la 5ème République, mais il y a aussi un esprit en fait de la 5ème et l'esprit du général de Gaulle. C'est-à-dire que dans l'esprit du général de Gaulle, l'Assemblée pouvait être un barrage, mais entre sa volonté et ce que souhaitait aussi le peuple. C'est-à-dire que le 49.3 peut être utilisé dans l'esprit de la 5ème en se disant ah là on a une Assemblée nationale ou le Sénat, donc un Parlement qui n'est pas d'accord avec moi, mais je sais profondément que ce que je vais faire, c'est aussi ce que souhaite le peuple français. Auquel cas, d'ailleurs, on peut aussi dissoudre et autres, mais là on n'est pas du tout là-dedans. On est sur une réforme où 73% des Français sont opposés, 93% des actifs, et il utilise le 49 francs. Donc c'est un dévoiement total, je pense, de l'esprit des institutions. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont là à dire il faut la 6ème République, il faut changer d'institution. Moi, je pense que le grand problème de la 5ème République, déjà, c'est qu'elle a été totalement dévoyée avec les ajouts européens et autres des traités qui ont été faits, donc on n'est plus du tout sur la 5ème d'origine. Je pense que pour ajouter un contre-pouvoir additionnel, il faudrait inscrire le RIC dedans, qui est quelque part le meilleur contre-pouvoir, le meilleur garde-fou, qui empêche de mettre un projet de loi, par exemple, pour lequel le peuple serait complètement opposé. Mais c'est un problème surtout de fonctionnement de la Macronie avec la 5ème. Et donc quelque part, on pourrait dire qu'il faut démacroniser la République. C'est ça le principal problème, plus qu'une question de 5ème ou de 6ème République. Ouais, de toute façon, on a l'impression qu'il n'y a aucun respect des institutions. Macron a l'air très très léger là-dessus depuis le début. D'ailleurs, la façon dont il a été élu, alors ça respecte les institutions, mais est-ce que ça respecte vraiment fondamentalement ce qu'est la démocratie? Ça reste ouais, en fait,
c'est une réflexion un peu de piratage de la démocratie, en fait. C'est détourner à chaque fois les institutions pour les appliquer différemment dans ses intérêts personnels, quoi. Ou disons les intérêts des gens qui votent pour lui, quoi. D'autant plus qu'il y a un scénario qu'il ne faut pas exclure, c'est que ce projet fait suite à une longue litanie déjà depuis septembre, en fait, d'utilisation des procédures du parlementarisme rationalisé, comme on dit, le vote bloqué, le 47.1 pour le budget et le budget de la sécurité sociale. Donc en fait, depuis septembre, il y a un blocage à l'Assemblée nationale, et là, il y a un vrai risque sur le texte sur les retraites d'inconstitutionnalité partielle, voire totale, non pas comme avec, parce qu'on va dire oui, mais le Conseil constitutionnel s'est passé de passe sanitaire. Le passe sanitaire, c'était un débat de fond. C'était sur un contrôle de proportionnalité du risque par rapport aux libertés publiques, en l'occurrence, liberté de circulation, etc. Là, c'est pas ça. S'il y a un risque d'inconstitutionnalité, c'est un risque en ce sens que le droit parlementaire, donc la procédure de votation de la loi, a été bafoué. Il y a un risque. Donc, ce qui pourrait se produire, c'est que la motion pourrait ne pas être votée, peut-être même à pas grand-chose. Le texte est immédiatement transmis au Conseil constitutionnel, parce que les parlementaires de l'opposition sont déjà prêts à le faire, il nous a dit. Et que le Conseil constitutionnel déclare inconforme le texte. Là, c'est une défaite totale. C'est une bérésina. Alors oui, mais qu'est-ce que tu penses parce qu'on sait très bien qu'en France, le Conseil constitutionnel est quand même très politisé, et cette réforme des retraites, on le sait, est demandée par l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel est très européiste en tant que tel, parce qu'il a laissé passer des atteintes à la souveraineté nationale qui sont assez importantes, même si l'appartenance a lieu dans la Constitution. Est-ce que tu ne penses pas que l'aspect politique et politisé du Conseil constitutionnel va faire que, même s'ils peuvent retoucher 2-3 petites choses pour la forme, globalement, ils laisseraient passer le projet de loi? Il pourrait y avoir on pourrait voir, en fait, un Conseil constitutionnel qui ensuite, par un communiqué lapidaire, explique, ou un résumé de sa décision, explique que la procédure ayant été viciée, il faudrait recommencer. Enfin, en tout cas, si c'est un vice de procédure, il faudrait recommencer. Donc il faudrait reprendre la procédure au départ, avec les navettes parlementaires, etc. Et là, c'est l'enfer. C'est infernal, ils s'en sortiraient pas. Et il y a par contre l'option aussi, dont on n'a pas parlé, du référendum d'initiative partagée, que j'ai vu que Roussel avait mis ça en avant. Alors il y a un problème de délai, mais sur le papier, ça me paraît une idée intéressante et qui mettrait vraiment l'Union européenne dans ses retranchements, parce que honnêtement, c'était très très dur pour Aéroport de Paris, qui est quand même un sujet beaucoup plus mineur que les retraites, de mobiliser autant de personnes. Je crois que c'est les 4,7 millions. Sur un sujet comme les retraites, honnêtement, c'est largement atteignable. C'est 10% du corps électoral. Si tous les manifestants signent, c'est réglé. Non, mais ça. Et les gens qui ont manifesté, c'est bon. Donc ça peut être aussi une piste quand même assez intéressante. Je vais ajouter un point d'ailleurs à ça, c'est que, alors déjà, Macron, pendant son premier mandat, a dit que réformer les retraites, allonger l'âge de la retraite, c'était une bêtise, etc. Et il a donné tout un argumentaire qui est pas mauvais pour le coup, pour dire qu'il fallait pas le faire. Aujourd'hui, il dit totalement l'inverse, et je pense que les médias sont aussi excédés, alors pas forcément les gens qui possèdent les médias, mais en tout cas les journalistes sont parfaitement excédés de cette façon de faire, du 49.3. Globalement, les journalistes sont opposés à cette réforme comme la population, et du coup, ils sont beaucoup plus, disons, ils vont beaucoup plus dans le sens du peuple. Ils sont plus critiques sur. Voilà, ils sont bien plus critiques sur la réforme. D'ailleurs, on l'a vu avec Apolline de Malherbe qui interviewe Olivier Dussault. On mettra l'extrait. C'est très rare qu'on voit des membres du gouvernement attaqués aussi frontalement par des journalistes. Je trouve que c'est très bien d'ailleurs. Puisque cette réforme, c'est la vôtre, quel échec? Je crois pas. Ah non? Non, je ne crois pas, parce que ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à 2 reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, parce que un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti.
Mais ça n'est pas un échec puisqu'il y a un texte et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mise en œuvre. Donc vous estimez honnêtement ce matin que c'est pas un échec de pas avoir réussi à ce qu'il y ait un vote, parce que vous dites il n'y a pas eu de majorité, mais il n'y a même pas eu de tentation de vote, il n'y a même pas eu de vote du tout. C'est la première fois d'ailleurs qu'un texte passerait sous la Ve République sans jamais avoir été soumis à quelque vote que ce soit à l'Assemblée nationale. Avec des votes au Sénat, il faut le rappeler. Oui, non, mais à l'Assemblée nationale, 0 vote. Mais je réponds à votre question dans son intégralité. Il y a eu 2 votes au Sénat, 2 votes majoritaires, et l'Assemblée nationale n'a pas pu voter. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas pu voter? Il faut le rappeler. Ceux qui aujourd'hui à gauche vous disent rendez-vous compte. C'est pas parce que vous avez choisi le 49.3? Et du coup, si tu lances un référendum, les médias, de ce que j'imagine, vont mettre beaucoup plus en avant le référendum, ce qui n'avait pas été le cas quand même pour l'aéroport de Paris. C'est ça, et puis ça peut faire aussi un effet saga, où comme là, ils suivaient le nombre de députés qui voteraient potentiellement contre le texte, avec des espèces de compteurs. Là, il pourrait y avoir un suivi des compteurs, on attend de signatures. Donc en fait, ça repousserait la séquence des retraites que Macron essaye de balayer rapidement avec le 49.3. Et en fait, ça pourrait lui coller, pendant un long moment. Alors, moi, j'ai compris, confirmé, mais qu'apparemment, il a annoncé qu'il s'exprimerait, Macron, qu'il s'exprimerait lundi soir. Après la motion de censure. Ça semblerait entériner le fait que la motion de censure passe. Enfin, c'est un peu bizarre. Ce qui est compliqué avec la motion de censure, c'est que autant il y a, et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le 49.3, il se dit que, évidemment, vous avez vu que de manière assez pathétique, Olivier Marleix et Éric Ciotti ont tout fait pour que les députés républicains votent avec une sorte de collaboration zélée vis-à-vis de Macron. Mais il y a des députés LR de base et il se dit aussi qu'en sous-main, Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez ont essayé de torpiller un petit peu ça pour que Macron ait un échec. Et donc, il y a des députés qui étaient prêts soit à s'abstenir, soit à voter contre le projet de loi. Le problème de la motion de censure, c'est que l'abstention ne sert à rien. Oui, alors quand il y a les abstentions, ça baisse quelque part le seuil de vote contre. Là, pour la motion de censure, il faut la moitié des parlementaires présents. Donc il y en a deux qui ne sont plus là, mais il faut la moitié. Et donc chaque voix doit voter contre. Et avec une dissolution potentielle derrière. Et quand on regarde les sondages, le plus probable, c'est que la NUPES stagnerait un petit peu, la Macronie perdrait un peu, LR perdrait et le RN gagnerait un tout petit peu. Donc ça serait assez stable, avec un risque de perte de sièges pour les députés républicains. Et voter contre la réforme, c'est une chose. Voter la motion de censure qui potentiellement amènerait une dissolution et donc une perte de leur siège, c'en est une autre. Et donc effectivement, c'est plus compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont utilisé le 49.3. C'est plus compliqué que la motion de censure passe que d'avoir un vote contre la réforme. Mais pourquoi est-ce que Macron... Enfin, qu'est-ce que ça cache, le fait que Macron cherche à s'exprimer lundi? Enfin, est-ce que ça cache quelque chose ou est-ce que c'est... On peut l'interpréter comme on veut. C'est soit il pense que la motion de censure va passer, il annonce une dissolution, mais ce qui serait assez téméraire de sa part, parce qu'encore une fois, je ne pense pas que la Macronie aurait plus de sièges avec des nouvelles élections dans le contexte de réforme des retraites et autres, ou soit c'est pour dire la réforme des retraites est passée, maintenant réconciliation, circuler, rien à voir, enfin faire son enfumage un petit peu classique, ou jouer un petit peu comme à l'époque des Gilets jaunes, le parti de l'ordre, les débordements sont inadmissibles, la loi est passée, etc. Maintenant, rentrez chez vous. Il est capable aussi de faire ça. Après, pour les Gilets jaunes, même si il y avait tous les jours des blocages sur les ronds-points, etc., la grande manifestation parisienne qu'on avait vue en fin d'année, c'était surtout le pic, c'était novembre, donc c'est 2019, c'était une fois par semaine. Là, depuis jeudi, ça n'arrête pas. Oui, c'est tous les soirs. Tous les jours. C'est pas tenable comme ça pendant des semaines. Oui, et bon, je regarde pas la télé, mais les images de Paris, quand tu te balades dans Paris, le 3e, c'est un dépotoir. Il y a des poubelles qui s'enchevêtrent. C'est dépend des arrondissements en fait. Mais oui, dans le 18e, il n'y a pas de... Des fois c'est juste à côté, moi, le 11e est ramassé, dans le 12e c'est pas ramassé, le 8e, 9e, mais effectivement les images sont terribles, en plus les poubelles sont utilisées pour être incendiées, mais c'est la grande différence avec les Gilets jaunes, c'est quelque part les syndicats appuient fortement le mouvement, et donc c'est pas la même chose que les Gilets jaunes si il y a les raffineries qui font grève, qui bloquent, les éboueurs qui font grève, d'un point de vue image symbolique
et même nuisance concrète, c'est pas la même chose. Donc effectivement, ça peut être beaucoup plus tendu, et ça peut se radicaliser beaucoup plus qu'à l'époque des Gilets jaunes. Ouais, et même à l'intérieur des syndicats, je pense qu'il y a une petite révolution qui est en train de se faire quand on voit la montée de Olivier Matteux, par exemple, ou Mathéo, je sais pas comment ça se Bah, si c'est à l'Occitane, c'est Mathéo. Si c'est je pense que Martinez, s'il va dans le sens de Macron aujourd'hui, il perdra. Je pense qu'il ira pas parce que même la base est CFDT, radicalisée, même la CFDT en plus, qui est pourtant d'habitude pas réputée pour son immense radicalisme en matière politique, est totalement contre le projet et contre l'utilisation de l'alinéa 3 de l'article 49. Je voulais finir sur un point. L'intérêt de la dissolution pour le président de la République, c'est que on a vu jeudi que des parlementaires de Renaissance, donc vraiment du cœur de la majorité présidentielle avec le MoDem et Horizon, sont sortis de l'Assemblée nationale après l'annonce de la Première ministre, enfin de Madame le Premier ministre, comme ça qu'il faudrait dire, d'agacement en fait. Ils ont dit on en a marre, on sort. Et ça aurait un avantage pour Macron, c'est de purger. Tous ceux qui posent problème, on les remplace, parce qu'on va toujours trouver des botiches en Renaissance, et on les remplace et on purge les effectifs. Ça oui, mais s'ils perdent 10 ou 15 sièges, c'est quand même problématique dans une minorité présidentielle. Et ça montre aussi quand même la problématique dont je parlais tout à l'heure du jeu qu'il y a eu chez les Républicains avec Wauquiez, avec Bertrand. Chez Horizon et au MoDem, qui sont les deux autres avec En Marche, qui font partie de ce qu'on appelle la majorité présidentielle, qui est plutôt une minorité présidentielle. Là, c'est pareil, chez Horizon, il se dit que beaucoup n'auraient peut-être pas voté parce qu'il y a la guéguerre entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Macron qui ne peut pas blairer Édouard Philippe, et donc forcément, il y a des petits ressentiments en interne. Donc, il y en a qui auraient voulu bloquer là-dedans. Au MoDem, Bayrou rêve d'être Premier ministre, mais il y a des gens au MoDem qui, quelque part, ne voulaient pas non plus voter le texte. Mais encore une fois, c'est différent de ne pas voter ce texte-là et que ces gens votent une motion de censure. Enfin, s'ils votent une motion de censure, évidemment que là, ils sortent de facto de la minorité présidentielle. Donc, vraiment, affaire à suivre, ça va être intéressant. Et encore une fois, ça sera, on le saura, cette vidéo aura déjà été diffusée. À mon avis, on ne sera pas très très loin de la motion de censure. On a parlé tout à l'heure en plus de la proposition de Bardella qui était plutôt habile, mais je pense malheureusement que ça risque d'échouer à quelques voix parce que des LR et surtout même des gens qui étaient prêts à s'abstenir chez Horizon ou MoDem, là ils vont pas voter la motion de censure. Il se pourrait que Macron dissolve quand même, quel que soit le résultat. Finalement, s'il voit qu'il y a que 10 voix près, il en échappe, peut-être qu'il va se dire allez, je dissous maintenant parce qu'on va dissolve plus tard d'une façon ou d'une autre. Ou alors, dans le sens contraire, ça leur donne un blanc-seing en se disant de toute façon, les parlementaires ont peur de la dissolution, donc quoi qu'il arrive, je pourrais tout faire passer à coup de 49-3. Bah écoute, c'est aussi l'autre. Non, parce qu'il peut le faire qu'une fois pour un texte ordinaire. Ça fait partie de la réforme Sarkozy. Oui, pas pour tout, mais je veux dire pour tous ces grands projets. Il pourra le faire une fois par session, et après pour le budget. Ça, Bien, alors les retraites, là, c'est en ce moment, donc on verra bien effectivement si nos projections, nos prévisions se révèlent exactes. Il y a également, il y a quelques temps, là, depuis quelques temps maintenant, il y a la commission d'enquête, c'était le Sénat, je crois, sur le nucléaire, qui est en phase de s'achever. Donc il y a eu pas mal d'informations qui ont circulé là-dessus, pas mal de révélations, en tout cas au grand public, qui ont été faites à ce sujet. Grosso modo, l'idée c'était de faire une commission sur pourquoi est-ce qu'on n'a plus de nucléaire, pourquoi est-ce qu'on a abandonné la filière nucléaire, quoi. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué à ce sujet. Alors, je veux bien commencer là-dessus. Moi, la première révélation, c'est alors, je m'en doutais un peu, mais le niveau d'amateurisme de la politique française. En fait, c'est des gens qui sont dictés par une idéologie ou par de l'électoralisme ou de la communication. Il n'y a aucun plan, c'est vraiment, ça roule à vue. Je voyais un comique parler de ça et il disait, ça me rappelle mes potes défoncés sur un canapé en train de gérer la maison. T'as pensé à mettre la machine à laver ?
Enfin, on n'a pas géré le nucléaire. On a un niveau d'amateurisme, bref. Normalement, enfin moi, c'est pas ma spécialité, mais enfin, le nucléaire, c'est des projets sur 20, 30, 40, 50 ans. Quand tu construis une centrale, ça prend déjà plusieurs années, c'est pas pour l'arrêter au bout de 3 ans. Et de toute façon, la rentabilité, je crois que ça se fait d'ailleurs qu'au bout de 5 ans, je crois, là, ça commence. Donc, bon, à l'évidence, il y avait personne aux commandes, quoi. Alors, est-ce que c'est dû... alors, c'est peut-être dû à des décisions politiques purement idéologiques. On a vu, parce qu'on a vu que Voynet se retrouve un peu dans la panade, parce qu'elle a avoué... finalement, enfin, il y a eu un documentaire qui est sorti là-dessus, mais qui explique que Voynet a joué des institutions européennes pour défendre, finalement, sa position anti-nucléaire en France, pour la justifier, alors que la France, évidemment, a tout intérêt à conserver le nucléaire. Et puis aussi, je pense aussi, on en parlait un peu la dernière fois, c'est-à-dire les signaux déprimants, qui sont que, comme on dit aux gens, on ne fait plus de nucléaire, il n'y a plus d'ingénieurs dans ces filières-là, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de techniciens spécialisés dans les soudures très complexes qu'il faut faire, ou dans la maçonnerie, tous les travaux. Et donc, du coup, même si on voulait en faire, finalement, on ne se lance pas là-dedans, parce qu'il faudra investir d'abord dans cette filière-là. Donc, voilà, quelle devrait être notre position. Et puis, moi j'ai l'impression que c'est un peu symptomatique, c'est ça, de l'espèce de déclassement français, c'est-à-dire on s'en fiche, quoi. C'est un peu, on est là, puis... c'est même pire que ça. L'Europe pourvoira, quoi. Voilà. C'est même pire que ça, parce que quand on regarde, effectivement, quand on parle de niveau d'amateurisme, il y a eu notamment plusieurs questions sur le pourquoi il fallait 50% de nucléaire et 50% de renouvelables. Mais en fait, ils ont avoué qu'il n'y avait absolument aucune rationalité derrière, qu'ils ont mis 50, comme ils auraient pu mettre 40, 60 ou 70. Ça ne reposait absolument sur rien. Et ça, c'est très important. Et quelque part, les écologistes, enfin, soi-disant écologistes, en réalité, ce qu'on appelle Europe Écologie Les Verts, sont très embêtés là-dessus, parce qu'en fait, toute cette dynamique, cette séquence... guerre en Ukraine, problème sur le nucléaire, comment on va faire, il va peut-être y avoir des coupures d'électricité et autres, ont mis en lumière en fait le saccage du nucléaire qui a eu lieu évidemment, eux ils étaient en appui, ils mettaient la pression à l'époque sur François Hollande, c'est la même chose, Macron qui a voulu faire sa com avec Nicolas Hulot, etc., qui, je rappelle, Macron a arrêté Astrid, a confirmé la fermeture de Fessenheim, mais n'avait pas à l'époque enlevé justement cette loi qui prévoyait 12 autres fermetures de réacteurs nucléaires, et ils n'avaient pas enlevé à l'époque les 50%, ils viennent juste de le faire. Ça, il faut le saluer, mais on a perdu 10 ans. On peut préciser, mais effectivement la loi vient de passer. Voilà. C'est une bonne chose, faut quand même le souligner, mais on a perdu 10 ans. On va pas me dire que... Le problème, c'est juste un effet de seuil, on a enlevé ça, mais enfin, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va remonter mais comme ils veulent continuer dans la peur anti-nucléaire, en fait, le dernier truc, je ne sais pas si vous avez vu d'Europe Écologie Les Verts, c'est de dire attention à l'eau, le nucléaire va faire perdre de l'eau, mais en fait, c'est une utilisation de l'eau pour refroidir la turbine, mais l'eau est universelle. Alors effectivement, il y a juste une température qui est un peu élevée, mais en fait, ça ne consomme pas d'eau, le nucléaire, c'est juste ça revient. Donc c'est leur dernier truc pour essayer de faire peur. Attention, demain, avec le réchauffement climatique, il y aura de moins en moins d'eau, et donc le nucléaire n'est pas d'avenir. Ils essayent de se raccrocher comme ça à des brindilles, mais il y a en revanche quelque chose d'intéressant que j'ai lu d'ailleurs cette semaine sur les énergies renouvelables dites intermittentes, parce qu'on sait que ça pose un gros problème, parce que par définition, comme elles sont intermittentes, la nuit, il n'y a pas de soleil, et les moments où il n'y a pas de vent, elles ne marchent pas, et donc il faut des énergies pilotables d'appoint pour pouvoir le faire. Généralement, c'est le gaz ou le charbon, donc gros émetteurs de gaz à effet de serre. Mais il y a un autre problème que se pose, parce qu'il y en a qui peuvent dire on peut utiliser finalement le nucléaire dans ce côté pilotable et continuer à monter sur les renouvelables. Mais les renouvelables déstabilisent aussi le parc nucléaire, parce que de facto, dans le système européen aussi, du marché de l'électricité de l'Union européenne, il y a une priorisation de l'utilisation des énergies renouvelables par rapport au nucléaire. C'est-à-dire que dès que vous avez de la production de renouvelables, c'est ce qui doit être injecté dans le circuit, c'est pas du nucléaire. Ce qui fait que les centrales nucléaires tournent à un rythme minimal pour certaines, parce qu'on les coupe au détriment du renouvelable, et ça contribue en fait à abîmer justement, là maintenant, ça contribue à abîmer justement le fonctionnement des centrales nucléaires et à abîmer les performances du parc nucléaire. Et ça, c'est quelque chose dont on parle très peu, je ne l'ai pas vu dans les débats publics, il me semble que c'est un argument
très intéressant pour dire que voilà. Alors je dis pas qu'il faut arracher toutes les éoliennes qui etc. Mais je pense qu'il faudrait vraiment un moratoire là-dessus et que l'avenir c'est la montée en puissance au contraire du parc nucléaire si on veut électrifier, sortir des énergies fossiles et arrêter tous les projets d'énergie renouvelable intermittente. On sait qu'on a un petit peu de marge au niveau de l'énergie hydraulique qui est plus intéressante des barrages, mais vous savez que EDF n'investit pas dedans parce qu'ils ont la menace de la privatisation des barrages. Ils disent on va pas investir pour un truc qu'on va nous enlever demain. Donc l'urgence, c'est comme on l'a dit plusieurs fois, il faut sortir de ce marché de l'Union européenne de l'électricité et investir dans hydraulique, biomasse et surtout le nucléaire. Et ça, on voit que l'idéologie renouvelable serait très mal. Et c'est un marché en plus hyper subventionné. Enfin, il y a certainement eu des copains qui ont telle entreprise qui ont été favorisés. Il y a toujours une sorte quand il y a un nouveau marché comme ça, de magots à récupérer. Et ça pose un vrai problème. Je pense qu'il faudrait vraiment un moratoire là-dessus, d'autant plus que c'est produit en Chine. Les éoliennes ou le solaire, donc on n'a aucun intérêt à utiliser, à avoir recours à ce type d'énergie. On doit développer une recyclable aussi. Sur le panneau photovoltaïque, c'est intéressant en fait. Il se trouve que la France avait été pionnière dans les années 90. Et il y avait des entreprises, notamment je crois à Toulouse, dans le Toulousain, qui avaient fait des panneaux solaires comme ça. Et le problème, c'est qu'à l'époque, le marché n'était pas mature, comme on dit, et donc ils avaient demandé des aides qu'ils n'avaient pas pu obtenir, évidemment. Et donc ils avaient mis plus ou moins la clé sous la porte, et finalement, au bout du bout, ils ont été obligés de revendre les brevets qui ont été rachetés par les Chinois, et les Chinois ont commencé à produire. Et quand le marché est devenu mature, et quand la législation ou que l'opinion publique a encouragé l'émergence des photovoltaïques, on se retrouvait comme des cons, avec des usines, avec des productions chinoises de brevets français, quoi. La navigation à vue. Donc là, quand tu vois ça, c'est quand même assez dingue. Et il y a quand même il y a une épée de Damoclès importante quand même au-dessus effectivement des questions énergétiques, parce elles peuvent pas être suspendues comme ça à des décisions à la petite semaine. Il y a aussi un problème quand même, on va peut-être en parler, c'est que si en France l'évolution, j'ai l'impression que l'opinion s'est retournée quand même assez vite sur cette question, c'est plutôt une bonne chose je pense, sur le nucléaire j'entends, mais il y a quand même l'Allemagne, quoi. C'est-à-dire que dans le cadre européen, comment faire avec un partenaire comme l'Allemagne, avec tous les guillemets qui s'imposent, qui, on l'a vu récemment, refuse finalement de sortir des moteurs thermiques, après avoir dit que finalement on allait passer au moteur électrique en 2035, apparemment l'Allemagne... Mais ce qui n'est pas une mauvaise chose, pour une fois. Que même son vent debout contre le nucléaire de façon absolument délirante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, faut le souligner, cette commission a permis de découvrir que le plus pertinent sur ces questions, et franchement je suis le premier étonné de le dire, c'est Nicolas Sarkozy, qui est le dernier qui vient d'être interrogé, et qui a probablement eu, alors bon, il a été président de la République, etc., donc il est en partie responsable de la situation de notre parc nucléaire, mais c'est quand même absolument dingue de se dire que c'est Sarkozy qui a les propos les plus pertinents. Je ne m'attendais pas du tout à lier Sarkozy et pertinent un jour dans une phrase. L'autre point avec l'eau, mais qui montre encore une fois soit leur mauvaise foi ou leur incompétence, probablement les deux, c'est que les écologistes oublient qu'une centrale thermique, c'est-à-dire les énergies de substitution aux renouvelables quand elles ne sont pas accessibles, les centrales thermiques, pas donc au gaz, au charbon, enfin avec un combustible, sont par définition grandes consommatrices d'eau, puisqu'il faut de la vapeur, etc. Donc en fait, les centrales au gaz dont ils prônent la construction sont elles aussi consommatrices d'eau. De façon générale, les gens qui sont anti-nucléaires s'imaginent vis-à-vis du nucléaire des choses complètement fausses. Ils imaginent que c'est un procédé magique, etc. Alors qu'en fait c'est simplement un procédé beaucoup plus rapide et beaucoup plus économique en temps de faire bouillir de l'eau, c'est tout. Fondamentalement. Le principe même, c'est que le combustible n'est pas le même, mais sinon le principe. Le symbole de ça, c'est quand même Émeric Caron. Le niveau de. Émeric Charbon. Émeric Charbon de désinformation sur le nucléaire. Il a refait le coup de Fukushima, alors que tous les experts expliquent bien que les morts sont liés au tsunami et pas à l'accident nucléaire en tant que tel, qui est resté très circonscrit au site en tant que tel. Donc c'est des gens qui font la désinformation, maintenant ils savent plus quoi faire. Et juste là-dessus, pour Nicolas Sarkozy, je serais quand même plus modéré, parce qu'il faut quand même se rappeler que l'AREN, le calcul des prix complètement absurde, enfin la subvention
de fournisseurs parasites qui bien souvent produisent plus d'énergie, c'est sous les Républicains que ça s'est fait. Vrai. Sarkozy n'est pas revenu dessus, donc il a quand même une responsabilité dans le saccage d'EDF et dans le mauvais fonctionnement du marché de l'énergie, même s'il n'a pas fait dans l'antinucléaire. Et il y a quand même aussi le manque de courage, parce que quand la Commission lui a demandé si Emmanuel Macron avait une responsabilité, Emmanuel Macron a fermé Fessenheim, arrêté Astrid, etc., avec une responsabilité écrasante, il n'a rien dit, parce qu'on sait très bien que Nicolas Sarkozy est main dans la main avec Emmanuel Macron, il espère notamment qu'il l'aidera dans ses affaires judiciaires. Donc voilà, ça, c'est quand même, oui, peut-être plus pertinent que d'autres sur le sujet, mais pas d'incouragement, on va dire. Non. Tu parlais d'Aymeric Charbon aussi, j'ai vu un article dans Le Monde aussi qui disait que le nucléaire c'était pas bien, etc. Et en fait, pour l'illustrer, il mettait une usine à charbon. Une centrale à charbon. J'en confonds tout. Donc, bref, c'est... Oui, parce qu'en fait, l'image d'Épinal, la représentation, pas vraiment d'Épinal, disons, la représentation que la plupart des gens se font de centrales nucléaires, ce sont les fameuses cheminées. Oui, les tours de refroidissement. Et en fait, ces cheminées, on les trouve dans les centrales thermiques. Partout, il faut reprendre l'air. Oui. Donc, non, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, j'avais vu passer sur Twitter quelque chose de très intelligent, je reviens au problème de ceux qui nous disent qu'il faut des éoliennes, du renouvelable, etc., qui montrait, vous savez, il y a eu le PR finlandais, d'ailleurs, qui est produit par la France, qui est très important à l'échelle de la Finlande au niveau de la production d'électricité. Il montrait en fait, l'équivalent en termes de taille de superficie de cette centrale avec ce qu'il faudrait en éolienne. En fait, c'est-à-dire qu'il devait recouvrir quasiment le pays d'éoliennes pour faire la même chose. Donc il y a une question de concentration en fait, de l'énergie qui n'est pas comparable en fait, entre le nucléaire et ces énergies, au-delà même de l'intermittence. Moi, je sais plus, j'ai fait un calcul comme ça une fois, parce que j'en parlais avec des gens, je leur disais grosso modo, vous enlevez à chaque réacteur et vous ajoutez 1000-1500 éoliennes. Voilà. Et ça, c'est uniquement en estimant qu'elles tournent tout le temps, ce qui n'arrive pas. Voilà, c'est pas compliqué. On a 65 réacteurs, on avait 65 réacteurs, vous mettez 65 000 ou 120 000 éoliennes. Si vous voulez bétonner les sols et saccager, les paysages, effectivement, c'est peut-être une voie à prendre. C'est certainement celle d'Aymeric Charbon, mais je ne pense pas que ce soit la solution pour un beau pays comme la France. D'ailleurs, les écologistes prétendent que c'est aussi une manière de décentraliser la production d'électricité. Oui, mais c'est très coûteux en fait. Mais non, mais c'est plus que ça déstabilise le système en plus. C'est qu'en fait, les endroits où les éoliennes, par exemple, les éoliennes, sont les plus intéressantes, ce sont les fermes offshore, par exemple dans la Manche ou dans l'Atlantique, qui là commencent à être intéressantes en termes de production, qui commencent à produire et surtout régulièrement avec le vent. Mais donc en fait, il faut les concentrer au même endroit, donc recentraliser la production, et ça donne lieu à des absurdités. En Allemagne, les Länder ont des obligations en termes de production d'énergie verte, donc principalement éolienne. Ce qui fait que des Länder où installer des éoliennes, c'est jamais rentable, sont obligés de le faire, comme en Bavière par exemple. Voilà, donc, alors tous les Länder du Nord sur la mer Baltique, la mer du Nord, ça c'est intéressant, donc eux ils l'ont fait. Mais maintenant, on se retrouve avec la Bade-Württemberg ou la Bavière qui sont obligés d'installer des éoliennes à des endroits où elles ne produisent pas assez pour être rentables. Donc on tombe dans l'absurdité. Non, mais ça pose aussi quand même si effectivement la production est plus soutenue parce qu'il y a beaucoup plus de vent en mer, c'est pas sans poser problème aussi pour tout l'écosystème marin qui est autour. Et puis moi j'adore la mer d'un point de vue des paysages. Imaginez la Méditerranée ou même l'Atlantique, toutes les côtes avec des éoliennes au loin, on connaît mieux d'un point de vue sauvegarde des paysages. Alors il y a aussi quelque temps encore une petite affaire qui a éclaté, on ne sait pas très bien ce que ça va donner, mais il y a eu la SVB, l'effondrement de la SVB. Alors SVB c'est la Silicon Valley Bank, donc c'est une banque un peu spécialisée qui finance en fait, je suis bien compris, les startups en tant que les startups, d'ailleurs les grosses entreprises de la Silicon Valley. Et c'est une banque régionale, c'est pas une banque spécialisée. Ah d'accord, et enfin moi j'ai compris qu'il y avait beaucoup de... vous me contredisez, Oui, mais c'est ça, c'est une banque d'entreprises en fait, de la tech Californie. Et alors bon, ça s'est effondré, il y a une vidéo assez intéressante là-dessus de, je crois, enfin moi j'avais regardé ça, une vidéo qui expliquait très bien comment ça s'était passé, je vais pas rentrer dans le détail parce que je ne maîtrise pas suffisamment, mais l'interrogation, voilà, c'est est-ce qu'on est à des prémices de 2008, est-ce que c'est Lehman Brothers? Apparemment non, c'est pas ce que j'ai compris, mais que faut-il en penser? Faut-il craindre des répercussions
En France, on a vu que le Crédit Suisse avait décroché, qu'il y avait quand même eu un petit soubresaut à ce point de vue-là. Alors effectivement, si on compare à Lehman Brothers en termes de taille de banque, parce que c'était quand même une grosse banque, c'est pas parmi les premières, mais elle était je crois 15e ou 16e banque américaine, donc c'est quand même une grosse banque, taille de bilan assez proche finalement de Lehman Brothers, mais la grande différence avec Lehman Brothers 2008, c'est que Lehman Brothers avait quasiment il y avait des dizaines de milliards de produits dérivés. Et donc le problème, plus que ça en fait. C'est 30 000... 35 milliards. Ouais. 35 000 milliards. Ouais. C'est plus que le PIB mondial. Exactement. Et le problème quand il y a ça, quand ils ont beaucoup de dérivés, c'est que les gens ne savaient pas où était le risque. Et donc c'est ce qui a amené tout le problème bancaire, c'est que toutes les banques se méfiaient même des autres en disant est-ce qu'il y a des produits pourris comme peut en avoir Lehman, et donc plus personne se prêtait, ce qui a amené une grosse crise de liquidité et des faillites aussi. Là, on est sur un schéma qui est un petit peu différent, c'est-à-dire que toute la crise actuelle qu'on vit, c'est le problème des erreurs des politiques monétaires des banques centrales depuis des années, et c'est la même chose au niveau de la BCE avec ce qu'on appelle le quantitative easing et les taux qui étaient nuls, voire négatifs. Qu'est-ce qui se passe dans ces conditions-là? C'est que, évidemment, toutes les banques, notamment, mais il peut y avoir des fonds de pension ou autres, ont acheté des obligations à un moment T, qui étaient des obligations à taux nul ou négatif. Et évidemment, quand on a créé de la monnaie à tourner de bras, ça a été le cas de la BCE, on savait, et c'est tout le scandale des OATI dont je parle souvent, l'inflation était de retour. Et l'inflation était de retour, au bout d'un moment, les banques centrales ont été obligées d'agir sous peine de rentrer dans un cycle d'hyperinflation et donc d'augmenter à nouveau les taux d'intérêt. Et quand vous savez qu'il y a une relation inverse entre taux d'intérêt et valeur de l'obligation, et donc quand vous augmentez comme ça les taux d'intérêt, les obligations passées, le prix tombe. C'est-à-dire que quand votre obligation passe de 0 ou 1% à 4, mettons que vous pouvez l'obligation perd 20 à 30% de sa valeur. Et en fait, ces obligations qu'ont toutes les sociétés bancaires, dont SVB, c'est ce qui leur sert aussi de ce qu'on appelle de collatéral, c'est-à-dire de garantie en fait de prêt. Ce qui se passe, c'est quand vous avez des personnes qui viennent retirer de l'argent, que vous avez des positions qui tombent pour solder votre position, vous êtes obligé de vendre ces titres-là. Et de vendre des obligations, ça alimente la baisse du prix aussi des obligations, et vous rentrez en fait dans tout ce phénomène-là où finalement ils sont piégés en fait à ce piège de la montée des taux, et c'est ce qui se passe avec cette banque. Donc est-ce que ça va se généraliser? Elle était obligée de vendre ses obligations, mais que du coup la valeur était et la valeur a diminué. Donc forcément vous prenez des pertes. Et ça, c'est la grande problématique qui est là-dedans. Après, il y a le Crédit Suisse, ça fait des années pour d'autres banques. Mais en fait, si vous regardez le cours des actions en fait, bancaires, que ce soit le Crédit Suisse ou même BNP, Crédit Agricole, il s'est effondré du fait de cette politique monétaire de taux nuls, de taux négatifs. En fait, normalement, le taux d'intérêt sert à faire fonctionner les banques. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, il y a à la fois le risque que vous mettez dedans, mais il y a aussi une rémunération pour la banque. C'est une entreprise comme une autre, il faut bien qu'elle vive de son activité. Et en fait, vous avez eu toutes les actions se pétaient la gueule de toutes les banques. Et Crédit Suisse, l'action a perdu 10 fois sa valeur en 10 ou 15 ans. Et il se retrouve dans une situation où il y a eu une panique suite à cette faillite de la SVB. Et il y a eu un jour où le Crédit Suisse a perdu 30% de sa valeur. Et ce qui se passe, c'est que les banques centrales ont dû intervenir. 15 ans ou... qui ont perdu 10 fois sa valeur boursière. Et ce qui se passe, c'est que les banques centrales maintenant sont obligées de nous intervenir. Donc il y a la BNS, la Banque Centrale Suisse, qui a dit qu'ils assuraient quoi qu'il arrive les liquidités de Crédit Suisse, et donc l'action est remontée le lendemain. Et la Banque Centrale Américaine, ce qu'elle a fait pour éviter ce que je vous ai dit, l'effet collatéral baisse d'obligations, la Banque Centrale Américaine a dit deux choses. Elle a dit que non seulement elle allait garantir les dépôts, mais de toutes les grosses banques uniquement. Donc ça veut dire que vous allez avoir une fuite et une concentration bancaire encore plus intéressante. Toutes les petites banques régionales américaines, leurs clients ferment les comptes. Donc vous allez avoir des faillites des banques régionales, mais vont aller vers les JP Morgan, Bank of America, Citigroup, etc. Et en parallèle de ça, ils ont dit que les banques pouvaient déclarer en fait dans leur bilan ou en collatéral les obligations, non pas à leur valeur de marché, ce qui se fait habituellement, mais à leur valeur d'achat, pour éviter ce phénomène-là. Donc c'est une sorte de fuite en avant et de repousser le problème, parce que concrètement,
vous le mettez à valeur d'achat, mais quand ces banques-là vont être obligées, soit parce que des clients retirent de l'argent, soit parce que certains font faillite de leurs clients, des prêts qui sont non remboursés, ils ont besoin de liquidité et autres, de vendre ces titres-là, ils ne vont pas les vendre à la valeur d'achat, ils vont les vendre à la valeur de marché. Et donc tout ceci fait qu'il y a une instabilité dans le système financier. C'est dur à dire pour le moment si on va rentrer en 2 minutes ou pas, mais le risque qu'il y a, c'est que si vraiment on rentre dans une crise de liquidité, ce qui peut se passer, c'est que les banques centrales repartent et repoussent le problème en repartant dans un quantitative easing. Ce qui serait catastrophique parce que vous repoussez le problème et vous repartez dans un cycle d'inflation encore plus grand. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une remontée des taux? Logiquement, vous avez tout un tas de canards boiteux ou de morts qui ressortent des placards parce que vous avez des entreprises ou des banques qui ont tenu artificiellement parce que vous aviez des taux négatifs ou des taux nuls. Ils sont sous injection en fait. Et ça, c'est aussi ce qui va se passer, c'est avec la remontée des cadavres en même temps que la remontée des taux. Mais ce que tu viens de raconter là, c'est le secrétaire du Trésor américain qui s'est fait, qui a dû cracher le morceau là-dessus, qui défendrait que les gens qui sont dans des grosses banques, en fait, ils poussent à la centralisation, alors qu'on sait très bien que c'est cette centralisation qui a généré les problèmes avec Lehman Brothers. Exactement. Et je le rappelle, on part d'une banque régionale, en fait, ils se sont plantés à cause d'une perte de 2 milliards. Lehman Brothers, c'était quand même 70 milliards. Et d'ailleurs, c'est parce que cette fébrilité, ces incertitudes autour du secteur bancaire me font trouver encore plus indigente la justification qui a été la première avancée, la première d'importance sur la réforme des retraites en France. À savoir que c'était une mesure, donc en fait ça permet d'augmenter les ressources, donc de diminuer le déficit public, c'est ça l'idée. Pourquoi ici plutôt qu'autre chose, par exemple sur la fiscalité, on ne sait pas. En tout cas, ça a été... plutôt sur la retraite que sur voilà, un autre secteur. Mais l'argument c'était de dire oui, mais ça montre au marché que nous sommes encore capables d'avoir des finances publiques solides, comme si elles étaient par ailleurs extrêmement fragiles. Et il me semble quand même que s'il y a bien un sujet d'inquiétude pour les marchés financiers aujourd'hui, c'est plutôt le secteur bancaire que la réforme des retraites en France, qui, a un impact sur les emprunts français, mais qui sinon ne va pas... admettons que la réforme des retraites en France ne passe pas par un vote à l'Assemblée nationale, je vois mal les marchés mondiaux se casser la gueule. Il n'y aura pas de répercussions, il n'y a pas d'intrication, c'est sûr. Mais toute cette problématique-là, en fait, montre deux choses, je pense. D'une part, il y a les règles dites prudentielles qui ont été mises en place après 2008, ça montre qu'elles n'ont pas eu une efficacité à toute épreuve. Et le problème après de la concentration qui va se passer aux États-Unis, c'est le problème de l'aléa moral ce qu'on appelle aux États-Unis le too big to fail, donc trop gros pour faire faillite, parce que sinon il y a un problème au niveau des déposants. Et la mesure qui n'a jamais été mise en place et qui devrait être mise en place, qui est celle de séparation des activités des banques de dépôt et de banques d'affaires, ce qui fait que normalement une banque de dépôt, elle doit faire des prêts aux entreprises, c'est son rôle, mais elle ne va pas aller sur les marchés financiers, donc il n'y a pas de risque de perte énorme sur des produits dérivés ou autres. Et en fait, là, on a des énormes banques universelles qui font tout et qui peuvent aller, comme ils ont des énormes dépôts, ils savent que l'État va aller les garantir et les sauver si jamais ils vont faire faillite. Donc ça pousse à des activités qui sont très risquées. Alors que l'activité très risquée de marché devrait être uniquement aux banques d'investissement. Une banque d'investissement qui fait des erreurs d'investissement, elle fait faillite. Et voilà, on doit les laisser faire faillite. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est l'inverse de ce que devrait être normalement le capitalisme. On est dans une sorte de capitalisme financier qui est un communisme pour les riches où à chaque fois ils vont être subventionnés, administrés et sauvés parce que justement ils sont trop gros. Donc c'est à l'inverse de ce qu'est normalement le capitalisme. Et c'est un gros problème. Et oui, il faudrait évidemment séparer les activités de banques de dépôt et banques d'affaires. Et oui, la création monétaire excessive a été une erreur. Et il faut quand même se rappeler que dans l'Union européenne, ça a été fait en zone euro. Ça a été fait à l'époque pour sauver l'euro. Et donc l'inflation, et encore une fois, c'est pour ça qu'on voit que l'Union européenne a des conséquences concrètes au quotidien pour les gens. L'inflation qu'on a à l'heure actuelle et que tous les gens voient, quand vous faites des courses, on vous dit que c'est 15% alimentaire, je pense que c'est même encore plus, tout ceci est lié à la création monétaire en très grande partie.
vous regardez les prix de l'énergie, maintenant, le gaz et autres, on est revenu à des niveaux très raisonnables, mais malgré ça, l'inflation continue, parce que le principal facteur d'inflation, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est cette création monétaire excessive qui a été faite pour sauver l'euro, et donc nous le payons à l'heure actuelle, on paye la politique monétaire de la BCE, de création monétaire complètement excessive. Bien, bah écoutez, il n'y a quand même pas que des choses dramatiques non plus dans la vie. On va passer au père. Il y a peut-être des choses qui vous ont marqué, qui vous ont amusé ou qui vous ont indigné aussi au cours des dernières semaines. Oui, bon, moi ça m'a pas indigné. Hein, c'est assez drôle en fait, et plutôt exaspéré qu'indigné. C'est que la ville de Paris ne cesse jamais de nous étonner. Hein. C'est-à-dire que j'ai deux perles quand même sur ce qui s'est passé dans notre capitale. Alors il y a eu une manifestation donc hier samedi pour la protection des rats, alors, pour la défense des rats. Enfin, alors je sais pas s'ils veulent exactement qu'on leur donne un statut juridique, le droit de vote, je sais pas, mais alors, je sais qu'il y a des élus qui défendent depuis longtemps le fait qu'il faudrait coexister avec une faune urbaine, etc., dont les rats, dont les pigeons. Mais de là à organiser une manifestation pour défendre les rats qui en ce moment sont très contents dans Paris, qu'il y a de la nourriture à foison, hein, il y a tout. Ils peuvent sortir des égouts et la nourriture est en plein soleil pour eux, c'est bien. En plus, elle est même cuite parfois. Il y a des vidéos d'ailleurs régulièrement qui sortent sur les gens qui ont des rats dans les vêtements, qui sortent du métro. C'est la principale réussite du mandat d'Adnel. Bon, après, il y a des rats dans toutes les concentrations urbaines sur Terre. Hein, mais on voit le sens des priorités, hein, parce qu'il faut rappeler entre cette vidéo, le surlendemain du 43. Pendant que les gens étaient au les rats aussi ont le droit à une retraite. Ils ont le droit à une retraite. Et le plus tôt possible, parce que leur espérance de vie, ça peut être très... On sait qui a organisé la manif Non, je ne me suis pas vraiment renseigné. Je t'avoue que j'ai assez peu passé de temps là-dessus. C'est une association, je pense, de protection animale. Non mais en soi, pourquoi pas, mais... Enfin, je veux dire, de protéger... Enfin, les rats n'ont pas besoin d'être protégés. Non, mais... pas vraiment en tout cas, c'est pas le rat est assez résilient. C'est pas la seule perle parisienne de cette semaine, enfin de ce mois-ci, puisqu'en fait, on a appris donc lors d'un... Je ne sais plus pour quelle festivité qui était organisée à l'hôtel de ville, à Paris, que c'était pourquoi, je ne sais même plus pour quel événement c'était. Un truc, bon, voilà. Enfin bref, peu importe. Un fest mondain. Il y a eu donc une fête à l'hôtel de ville de Paris où une prostituée transsexuelle aurait donc tourné des films pornographique afin d'être vendu, je crois que c'est pour être vendu, hein, dans les toilettes, je crois que c'est ça, dans les toilettes de l'hôtel de ville, et elle s'est fait prendre en photo dans des poses lascives sur les marches de la mairie, dans une tenue, bon, disons, des plus courtes, et on va vous mettre des images d'ailleurs, hein, mais c'est voilà, c'est Paris. Avec l'inflation, le prix du textile, c'est terrible. Ah voilà, c'est ça. Il faut réduire plus cher, il faut réduire les. Puis il commence à faire chaud, donc. Ouais, les gens sont assez, enfin, c'est dingue quoi. Elle est peut-être au parti du plaisir. Hein. On ne sait pas quelles sont ses revendications politiques, mais ça avait l'air. Peut-être que c'est une revendication. Les gens donnent libre cours comme ça à leurs pulsions. D'ailleurs, juridiquement, c'est un peu compliqué. Enfin, je suppose que vous n'avez pas le droit de faire ça normalement. Théoriquement. S'il n'y a pas une autorisation, enfin bon, bref. Théoriquement, non, mais. Autorisation de tourner, c'est ça? Non, ce serait intéressant de voir s'il y a une poursuite judiciaire. Je ne sais pas ce qui est prévu, je pense. À mon avis, non. Je sais pas. Je serais capable de passer l'éponge et dire, oh, c'est pas très grave. On est au-dessus de ça. Paris 2024. Enfin, bon. Peut-être qu'elle va être égérie pour les Jeux. On ne sait jamais comme elle était invitée à la mairie de Paris. Peut-être qu'elle va servir d'égérie Marianne. Et toi, Antoine? Moi, c'est plus quelque chose qui m'a indigné. Tu en parlais plus tôt. En fait, moi, c'est centré sur le gaspillage d'argent public. J'ai regardé avec un ami qui est dans la rénovation énergétique l'enquête exclusive du 10 février. Ça n'a pas été beaucoup repris sur les réseaux sociaux de ce que j'en ai vu. Il est beaucoup question d'arnaque, etc. Donc c'est sur la rénovation énergétique. Il est beaucoup question d'arnaque, de coups de téléphone frauduleux, de faux audits énergétiques. Mais dans cette émission, il dissémine quelques chiffres. Et alors je voudrais vous les rappeler. En fait, il y a une étude de la DGCCRF, donc c'est la répression des fraudes, où donc à la fin de l'interview,
c'est Pani Runacher qui est interviewée et elle dit oui, vous montrez des cas isolés, etc. En fait, l'étude de la DGCCRF annonce que c'est 52% des contrats qui ont été contrôlés qui sont frauduleux en fait. Donc là on parle quoi, de dossiers montés pour toucher des aides pour la rénovation énergétique, c'est ça? Et donc les mecs ont bidouillé, ont rempli le dossier, puis en fait il n'y a eu aucune rénovation et ils ont pris l'argent, c'est ça? Non, ça va être des gens qui vont associer de l'emprunt bancaire avec la vente de pompes à chaleur, des fausses pompes à chaleur vendues, des pompes à chaleur où il n'y en a pas besoin, des mauvaises rénovations, etc. C'est sûr, tu peux écouler le stock comme ça. Et il y a aussi des coups de fil passés où ils chopent les numéros MaPrimeRénov' des gens et ils touchent les bonus en disant aux gens que c'est gratuit, etc. Donc 52% de ce qui est vendu déjà est frauduleux. Et en plus, derrière, tu vas avoir les chiffres catastrophiques de MaPrimeRénov'. Donc, je rappelle les chiffres, c'est 2,5 milliards par an depuis 3 ans, depuis 2020. Mais ça, c'est de l'argent public, c'est ça? C'est de l'argent public, c'est lié d'ailleurs au plan de relance européen, dont on parle souvent. Ah, ouais, ok. Voilà. Donc 2,5 milliards. Et en fait, le bilan qu'ils annoncent, c'est 13 400 rénovations effectives sur 700 000 engagés. Et 2100 logements qui sont sortis du statut de passoire thermique avec un objectif de 80 000. Donc en fait, on est à 2,6% des objectifs. C'est une catastrophe. Et le bilan, ce serait que pour les 2,5 milliards d'investissements, on a fait baisser la consommation du parc résidentiel de 0,45%. C'est ridicule, oui. Mais ça montre en fait que la norme déjà créer des affaires, du business pour certains, ça montre que ce qui va poser problème d'un point de vue norme, parce que vous savez que les logements qui sont identifiés comme performance énergétique, F, G et même E, horizon 2034, vont sortir du parc locatif. Donc si on demande aux gens de faire de la rénovation, mais que ça ne marche pas, ça ne permet pas de les faire sortir et de changer le statut, ça pose un gros problème. Ça fait penser aussi un peu aux arnaques qu'il y a eu lors de la mise en place du marché carbone sur la TVA. Donc on voit à chaque fois, on parlait tout à l'heure des éoliennes aussi, toutes les subventions, il y a toujours ce genre de choses et ça va être un vrai problème. Et il y a même par ailleurs cette histoire de location, mais il y a même une norme au niveau de l'Union européenne qui va obliger lors d'une vente d'un bien de mettre justement aussi à ces normes-là. Donc on voit bien que ça crée un marché comme ça absolument énorme dans lequel il y a des arnaques. Ouais. En fait, il y a un truc qui revient à chaque fois qu'on parle de réforme écologique, etc. Ce n'est que de l'idéologie et de la communication. Il n'y a pas d'études d'impact, il n'y a pas de wargame, ils ne font pas de tests. C'est que de l'idéologie, on distribue de l'argent public. Là, enfin, le calcul, là, je sais plus, ça coûte 36 € par Français par an, ce genre de truc. Alors c'est pas beaucoup, mais en fait, récupérer sur tout le monde, en fait, on aurait pu, développer, des vingtaines d'hôpitaux, quoi. Moi, ça me rappelle un peu, genre des procédés. Je connaissais pas du tout moi cette affaire-là, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a, comme tu dis, une nouvelle norme, il y a toujours des petits malins qui ont le nez creux et qui viennent te vendre ça oui, c'est un peu pareil pour les gilets jaunes. Je me souviens pour les réformes pour les voitures, tu sais, à un moment il fallait le gilet jaune et le triangle obligatoire, et puis comme par hasard on découvrait que bizarrement les stocks étaient déjà prêts avant que la loi arrive. Ça a été également le cas avec les aides Covid. C'est-à-dire que le dispositif, 15 jours après son lancement, était déjà détourné. Enfin, je dis pas qu'il y en a eu, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais on sait qu'il faut à peu près 15 jours en fait pour découvrir les failles, pas des failles, mais des moyens de détourner le dispositif de son objectif. Alors moi je vais faire très court là-dessus, quand on parle de gaspillage d'argent public, moi ma perle c'est que alors ça date d'un article des Échos qui date de janvier, mais c'est pour cette année, je l'ai vu que vous savez, les emprunts d'accession à l'inflation, l'arnaque que j'ai lancée plusieurs fois, il y a des vidéos, des articles, même une saisine qui a été faite auprès de la Cour des comptes.
Et on a appris que le gouvernement en janvier va lancer de nouveaux emprunts indexés sur l'inflation avec une maturité de 30 ans. Parce qu'avant, c'était des maturités qui étaient plus courtes. Donc, c'est un nouvel outil qui est fait. S'ajoute à, en mai 2022, l'année dernière, ils avaient lancé la première OATI, obligation verte indexée sur l'inflation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le gouvernement, enfin, non seulement Macron, comme il était ministre de l'économie à l'époque, en 2015, alors qu'on savait que l'inflation allait revenir, n'a pas arrêté ses emprunts indexés sur l'inflation, mais ils ont même créé de nouveaux outils en plein cœur de l'inflation en 2022 et cette année en 2023. Donc ça, c'est un gaspillage d'argent public énorme. C'était 16 milliards d'euros en 2022, 14 milliards d'euros en 2023, enfin certainement plus d'ailleurs, et ça va continuer. C'est aussi à mettre au regard des économies soi-disant faites pour les retraites. On voit bien qu'ils font du gaspillage énorme d'argent public par ailleurs, mais qu'il faudra à tout prix réformer les retraites alors que les Français sont contre, ça ne tient pas la route. Alors moi, ce que j'ai relevé, alors c'est pas du tout économique ni rien, c'est plus général, plus philosophique on va dire, c'est l'interview, enfin le petit bout d'interview qui est passé de Jean Dujardin. Alors il doit passer, c'est ce soir, je crois que c'est diffusé dans 7 à 8. 7 à vous ou 7 à 8? 7 à 8. Donc Jean Dujardin, un grand acteur évidemment, qui à un moment donné dit, ben voilà, le gros problème des Français, c'est qu'ils n'aiment pas leur pays en fait. Et alors, on dit comme ça, évidemment, on se dit, bon, mais c'est comme Jean Dujardin qui le dit, qui a une carrière américaine, d'ailleurs l'interview revient en partie là-dessus, il a des propos très intéressants à dire à ce sujet-là, sur la différence entre la mentalité américaine et la mentalité française. Et ben, je trouve ça, alors courageux de sa part, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça montre qu'il a quand même compris un truc, quoi. Il a compris que, effectivement, l'un des grands problèmes que nous avons, c'est pas les retraites, c'est pas... enfin, toutes les questions qu'on agite, un peu subsidiaires ou parasites qu'on agite, c'est que les Français ne croient plus tellement effectivement à leur pays, quoi, et ils estiment qu'il vaudra mieux regarder ailleurs. Et j'aimerais mettre cette citation en regard d'une autre qui est à peu près en même temps. C'est l'interview de Dominique Simonet, qui est un ancien rédacteur en chef de l'Express, je crois, qui est un peu spécialiste de l'histoire américaine, etc. Et qui, lui, a le discours un peu habituel, donc il est né en 53, Simonet, donc vous voyez la génération, et qui dit « Oh là là, oui, mais les Français se plaignent, grosso modo, les Français se plaignent », je crois que c'est Sud Radio qui disait ça, les Français se plaignent, mais en fait, ils aiment bien trouver, comme ils sont déclassés, trouver un bouc émissaire, et ils disent que c'est les États-Unis, quoi. Donc lui cherche à dédouaner, en fait, les États-Unis de la situation où on est. Il y a un peu un contraste, je trouve, dans ces deux citations qui arrivent au même moment. Générationnel, un contraste. Ouais, bah oui, parce que Jean Dujardin, il a, je sais pas quel âge il a, il a 45 ans peut-être. Oui, je pense que 50 ans. Ben voilà, c'est bien qu'on a l'impression que les choses un peu évoluent là-dessus, et je pense que la génération de M. Simonet a fait son temps, c'est moins qu'on puisse dire, et que vivement qu'elle débarrasse le plancher. Mais c'est très vrai, le côté fierté des Français, ça me fait penser un petit peu au Brexit. D'ailleurs, les Brexiteurs, ou même le UKIP avant, ils avaient un slogan que je trouvais très bon qui s'appelait « Believe in Britain ». Donc de croire dans le Royaume-Uni, et quand on regardait les arguments d'ailleurs des Brexiteurs par rapport au Remainer, la Remainer était toujours quelque part dans l'auto-flagellation. Donc le Royaume-Uni ne pouvait rien, le Royaume-Uni seul, ça n'allait pas marcher. Il y avait toujours cet aspect-là, et effectivement je pense que le Brexit a gagné parce qu'il y avait ce côté des gens qui sont fiers de leur pays, au contraire fiers du Royaume-Uni, qui veulent que le Royaume-Uni décide de lui-même pour lui-même, et que c'est par ce retour d'une sorte de fierté française, d'amour de son pays, de volonté d'avoir le meilleur pour son pays et son pays qui décide par lui-même, qu'il peut y avoir ce sursaut, et à l'image du Brexit, qu'il y a un Frexit demain en France. Donc je pense que c'est assez beau et symbolique, en tout cas, ce qu'a dit Jean Dujardin. Eh bien, merci, cette émission touche à sa fin. Merci Kylian, merci Antoine et merci Charles-Henri. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Table Ouverte avec d'autres invités. Et écoute, je laisse la parole pour conclure à Charles-Henri. Merci Jean-Baptiste, et en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous plaît. Je vous invite comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut, je vous invite aussi à commenter, c'est très important pour le référencement. Dans les commentaires, n'hésitez pas notamment à nous dire quel sujet vous voulez voir traité. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Génération Frexit, vous pouvez mettre la cloche, ce qui vous permet d'avoir toutes nos vidéos dans votre fil d'actualité qui sortent automatiquement et de vous les signaler. Et puis si vous partagez comme nous le combat
pour que la France reprenne le contrôle, eh bien, je vous invite à adhérer à Génération Frexit. Vous avez le lien qui est en descriptif de la vidéo et je vous dis à très bientôt.